Comment créer une ferme agro-pastorale de 5 hectares dans laquelle tu pourras produire comme ça beaucoup d'aliments. Quand je dis ici aliments, beaucoup de cultures telles que sur le plan du végétal, beaucoup de produits sur le plan voilà, de la protéine animale et de gagner énormément d'argent. Est-ce que sur 5 hectares, tu peux produire autant que de végétaux et de pouvoir gagner 300 000 euros chaque année? C'est ce que je vais devoir développer ici avec toi. Donc je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de la vidéo afin de pouvoir partager ici avec toi les pépites. Donc ce que je vais te demander déjà de commencer à faire, c'est de mettre le pouce afin de pouvoir te permettre à l'algorithme YouTube de partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Afin que vous soyez comme ça nombreux et nombreuses à bénéficier des stratégies que je vais partager ici. Parce que ici, c'est des pépites que je partage. Je vais tordre le cou à plusieurs idées à arrêter. Si aujourd'hui tu n'es pas en train d'aller entreprendre, c'est forcément parce que tu ne détiens pas ces stratégies-là. C'est ce que je vais partager ici avec toi. Si peut-être tu allais entreprendre dans le secteur agricole et que beaucoup d'entre vous êtes allés entreprendre et vous avez perdu beaucoup d'argent, dû à certainement à la mauvaise stratégie, dû à beaucoup de raisons, des contingences que je vais devoir partager ici avec toi. Donc c'est pour cela que je vais insister à mettre le pouce, parce que ici c'est des masterclass que je partage, afin que tu ne sois pas que le seul à bénéficier de l'information. Partage dans l'ensemble de tes réseaux, afin que vous soyez comme ça nombreux et nombreuses à bénéficier. Donc, si je fais cette thématique, c'est afin de pouvoir venir répondre à beaucoup d'interrogations, à beaucoup de questionnements et beaucoup de propagande qu'on entend lorsqu'on parle d'aller entreprendre dans le secteur agricole. Vous avez coutume à entendre, on ne peut pas te dire que si notre agriculture ne décolle pas, c'est parce qu'on cultive encore avec la houe. Si notre agriculture ne décolle pas, ce n'est parce que nous travaillons encore de façon archaïque, que ce n'est pas en produisant sur 2 hectares, sur 5 hectares, qu'on pourra nourrir les 1,5 milliard d'habitants qu'on sera en 2050. Qu'il faut travailler sur des grosses superficies afin de pouvoir être autonome, parce que bientôt ça 1,5 milliard, il faut aller travailler sur 200, sur 300 hectares. Donc moi je viens tordre le cou ici à ces idées, à cette propagande, parce qu'il faut comprendre que derrière c'est une propagande. Comprendre que l'agriculture c'est un gros business. C'est un business qui pèse des milliers de milliards de dollars. Et que nous sommes là, que des fois, quand je dis nous, je dis pas les Africains, à rabâcher, c'est-à-dire que comme ça, bêtement, de façon mécanique, c'est qu'une certaine propagande véhicule. Donc moi, à moi de venir te démontrer ici que ce n'est pas parce qu'on produit que sur 100 hectares qu'on est rentable. Donc si je viens te dire sur 5 hectares, tu peux générer 300 000 euros. Sur 5 hectares, je vais te démontrer ici que tu pourras générer, tu pourras gagner et produire plus que celui qui est sur 100 hectares sur un certain modèle de culture. C'est pour ça que je t'interpelle encore de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce que je vais partager ici avec toi, c'est ce que tu n'entendras que nulle part. Tu entendras plutôt d'autres propagandes. Et la plupart des personnes qui vont aller produire comme la propagande véhicule, parce que vous entendez ça sur les médias. Quels sont ceux qui ont les médias? Vous entendez que ça, certains grands groupes agro-industriels, des multinationales, véhiculer ces messages-là. Vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on vous envoie vers ce modèle? Donc moi, le modèle que je vais partager ici avec toi, c'est un modèle de permaculture. C'est même dire quoi la permaculture. Marque-moi dans les commentaires, c'est quoi la permaculture? Est-ce que tu as entendu parler de la permaculture? Parce qu'il faut comprendre ici que quand on parle d'agriculture, il y a plusieurs modèles d'agriculture. Il y a le modèle d'agriculture conventionnel qu'on appelle le modèle industriel, intensif, avec la mécanisation sur la monoculture, accompagné de la chimie et beaucoup d'eau. Ça, c'est le modèle qu'on voit. De monoculture, vous voyez, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Monoculture de maïs, de soja, de tournesol, de colza, de blé, de blanc, d'orge. Et les cultures que j'ai citées, c'est les cultures qui sont produites où?
qui sont généralement produites ici en Occident. Et c'est des cultures sur lesquelles tout ce que je viens de citer là, les semences sont brevetées. Des semences, la mécanisation, le pétrole, les produits chimiques, les produits fongiques, les engrais, tout est breveté. C'est la paternité des grands groupes. Jusqu'aux banques, c'est un système qui est déjà établi. Or que le système que je vais te vendre ici, ça n'a rien à voir. Ça, va dans le premier système. Autre système, tu entends parler du modèle d'agriculture biologique. Donc, à faire l'agriculture biologique, on utilise, on n'utilise pas les produits chimiques. Il y a un autre modèle, le modèle d'agriculture, je vais dire, le modèle d'agroforesterie. Donc, avec le modèle d'agroforesterie, on vient ici, on pense à l'environnement, on pense à l'écologie. On va faire une agriculture qui pollue moins, qui respecte l'environnement. Il y a un modèle d'agriculture raisonnée. Avec l'agriculture raisonnée, ça veut dire on utilise les engrais chimiques, mais de façon raisonnée. Donc, on divise par 2 la dose peut-être de chimie. Parce qu'on s'est rendu compte des effets, c'est-à-dire que négatifs, tu vois, sur les engrais chimiques. On s'est rendu compte, on sait aujourd'hui pertinemment que l'agriculture et l'élevage, ça pollue énormément. Vous n'avez qu'à voir, c'est-à-dire quoi, les dégâts que nous avons, les dégâts sur le plan environnemental. Sécheresse, départ de feu, inondations, vents violents, les ouragans, je parle ici des levées de poussière. Quand on dit levée de poussière, c'est la perte de matière organique par le vent, les pertes de matière organique par l'érosion due à la pluie. On a aussi les dégâts, la couche d'ozone. Donc c'est énormément de dégâts comme ça que l'agriculture conventionnelle a pu être produite depuis les années 1950. Et cette agriculture-là, je viens vous interpeller ici que c'est un modèle qui a été calqué, qui a été fait dans les années 1950 parce qu'il voulait venir ici booster la productivité au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un modèle qui a été comme ça soutenu par les Occidentaux, par l'Union européenne, par les États. Il y a eu des plans Marshall qui garantissaient que la production de tous les paysans. Donc lorsque tu produisais le blé, ta production était garantie, donc l'Union européenne achetait. Lorsque tu produisais le lait, l'Union européenne achetait. Lorsque tu produisais la viande, l'Union européenne garantissait toute ta production. Donc c'est comme ça qu'ils ont encouragé la production. Et il faut comprendre que c'est un système qui a marché. Pourquoi? Parce que les États-Unis, dans ces années 40, ce sont eux qui ont, comme ils avaient soutenu l'effort de guerre après les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus vendre leur modèle d'agriculture. Ils sont venus vendre la mécanisation. Les Occidentaux, ici, quand je dis Occidentaux, l'Europe produisait et faisait une agriculture agro-silvopastorale sur laquelle, sur la même surface, on produisait les arbres, on produisait les cultures et on faisait l'élevage en même temps. Donc, les effluents des animaux amendaient les sols. Et ils agressaient moins le sol avec ça. Donc, les États-Unis sont venus vendre un modèle d'agriculture, de monoculture, de céréales, donc tout ce qui est maïs. Aux États-Unis, eux, ils produisaient d'ailleurs les tracteurs, les gros tracteurs. Donc, lorsqu'ils ont vendu leurs tracteurs ici en Occident, les tracteurs n'étaient pas adaptés par rapport aux plantations ici. Parce qu'ici, ils avaient des petites plantations. Et comme c'était une agriculture d'association, les tracteurs avaient du mal à circuler. C'est pour ça que dans les années 1950, ils ont fait le plan Marshall, où ils ont fait les démembrements. Ils sont venus abattre tous les arbres, créer aplanir les sols, pour permettre à ce que les tracteurs puissent fonctionner. Il faut comprendre que c'est un business, le business du tracteur, le business de la mécanisation. Il y a un business qui est le pétrole. L'agriculture occidentale ici est tributaire du pétrole. Donc aujourd'hui, on produit par rapport au coût du pétrole. C'est pour ça que quand le pétrole monte, les denrées alimentaires sont élevées. Et c'est ce qui crée l'inflation. Donc en allant produire la monoculture des céréales, tu vois, ça demande énormément de superficie. Parce qu'ici, ils produisent
une agriculture intensive, sur la haute densité, avec la mécanisation, la chimie, le pétrole, de l'eau, à gogo, ils ont 8 tonnes. Quand ça produit beaucoup, c'est 10 tonnes d'hectares pour les céréales. Alors que le modèle que je vais partager ici avec toi, tu vois que sur 5 hectares, tu vas produire plus que celui qui est sur 100 hectares. Parce que ce que je vais partager ici avec toi, c'est pour te faire comprendre que lorsque tu vas aller donc faire maintenant l'agriculture, je vais te demander de beaucoup t'informer. Mon peuple périt pour faute de connaissances. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est de t'informer, d'éviter d'écouter la propagande. Tu vois, une fois que je t'ai brossé ça, tu comprends qu'il y a plusieurs industries maintenant qui prospèrent au travers de l'agriculture. Donc tu vois que chaque industrie vante sa propagande. L'industrie telle que la chimie va vanter le fait qu'il faut pomper les engrais, il faut pomper les pesticides, il faut pomper les nématicides pour que tu aies une grosse positivité. L'industrie de la mécanisation va vanter le fait que c'est parce que tu seras sur un tracteur que tu vas commencer à labourer les grosses superficies. Mais sauf que le tracteur a un impact environnemental. Le tracteur vient ici casser les agrégats de ton sol. Le tracteur vient compacter le sol. Le tracteur va permettre, comme je dis, casser les agrégats, permettre à la perte de ta matière organique par voie éolienne, donc par le vent ou par l'érosion, par l'eau. Les engrais chimiques ici ont un des défauts énormes sur le plan environnemental. La qualité des eaux. Tes engrais vont aller polluer les cours d'eau, polluer la nappe phréatique, tuer la biodiversité, détruire l'écosystème, toi-même t'étouffer parce que c'est nocif. Et nocif aussi pour la consommation humaine parce que ça va souiller les produits que tu vas faire. Et tout ça, c'est-à-dire que voilà, ces grandes industries-là, qu'est-ce qu'on te vend? C'est-à-dire qu'en ligne de mire, la productivité, le grand rendement, tu vas produire abondamment. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'en produisant avec ce modèle-là, on gagne de l'argent? Est-ce qu'on devient riche avec ça? Parce que je vais te rappeler que pour aller faire un modèle comme ça, tu dois commencer au bas mot avec 1 million d'euros. Parce que oui, il va falloir que tu aies endetté sur 30 ans. Sur 30 ans. Ça va faire les affaires de qui? Ça va faire les affaires de la banque. Parce que oui, il faut que tu t'endettes. Avant, c'est-à-dire que dans les années 1940 jusqu'aux années 1950, la population, ici, la superficie que les populations avaient, c'était de 1 à 70 hectares. De 1 à 70 hectares. Il y en a qui avaient des champs de 5 hectares, de 10 hectares, de 20 hectares. C'est comme ça qu'ils ont commencé à cultiver. Mais aujourd'hui, quand tu as 10 hectares, tu n'es pas considéré comme un agriculteur. Il commence à compter à partir de 70 hectares. Donc il faut commencer à partir de 70 hectares en montant. Aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 400, 500, 600 hectares. Qu'est-ce qui a donc créé ces dérives-là? Je t'ai dit qu'au départ, l'Union européenne garantissait la production. Mais cette politique-là a duré comme ça 10 ans. Mais l'Union européenne s'est rendue compte qu'il perdait énormément d'argent en faisant ça. Parce que imagine-toi dans un monde où, lorsque tu produis, tu sais que ta production est garantie. Donc tu peux même produire 50 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes. C'est garanti. L'Union européenne achetait et stockait et après les produits pourrissaient. Donc ils perdaient de l'argent avec ces politiques-là. Ils ont donc changé de politique. Ils ont dit maintenant qu'ils vont subventionner par rapport à la superficie. Tu vois? Figure-toi, rappelle-toi qu'avant, les agriculteurs, paysans ou l'agriculture familiale étaient que sur des petites superficies. Lorsqu'on dit maintenant qu'on va subventionner par rapport à la superficie, c'est ça qui a poussé les gens à aller maintenant s'endetter, à aller acheter des grosses superficies. Donc imagine quand on te dit que toi qui étais sur 20 hectares, on te donne une subvention par rapport à 20 hectares, c'est petit. Donc puisque toi tu veux gros, tu vas aller prendre 50, tu vas aller prendre 100, tu vas aller prendre 200, tu vas aller prendre 300. Donc c'est ça qui a créé dans cette dérive-là. Ce qui fait que lorsqu'on produit aujourd'hui, ce n'est pas la culture qu'on produit qui est rentable, mais c'est plutôt les subventions que les gens vont chercher. Et ça a entraîné une dérive où aujourd'hui c'est les multinationales, tu vois, c'est les fonds de pension qui viennent, c'est les investisseurs qui viennent acheter les terres parce que ce système-là
a fait en sorte que les agriculteurs, les paysans ne puissent pas suivre. Puisque n'ayant pas les moyens, où la politique te pousse toujours à aller de plus en plus chercher les terres. Quand tu vas de plus en plus chercher les superficies, ça te demande aussi d'aller de te mécaniser de plus en plus. En te mécanisant de plus en plus, ça alourdit ton coût de production. Donc, ce qui fait qu'un tracteur, tu as dans des fermes où ils ont comme ça 2 ou 3 tracteurs. Un tracteur coûtant au bas mot 100 000 euros. Tu as des tracteurs de 200 000 euros. Il te faut les morceaux de batteuses. Tu as des morceaux de batteuses de 500 000 euros. Plus c'est costaud en chevaux, plus ça coûte cher. Il faut construire des bâtiments. Donc, tu vois, il y a des familles comme ça qui s'endettent sur plus d'1 million d'euros et qui n'arrivent pas à suivre. Ils sont obligés des fois de vendre leur exploitation. Et c'est comme ça que les multinationales achètent. Les fonds de pension achètent. Et c'est pour ça que vous entendez qu'un agriculteur sur 2 se suicide tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a commencé, car les agriculteurs ont commencé à disparaître. Ils ne s'en sortent pas si lorsqu'ils produisent des céréales, lorsqu'ils sont sur ce système de monoculture. C'est pour cela que je viens te faire comprendre que, tu vois, tout ce que je viens de te brosser là, c'est de la connaissance. Je vais te demander de t'informer, de lire, d'être curieux. Toi qui es de la diaspora, sillonne, va vers les provinces, va auprès des agriculteurs, va comprendre l'histoire des agriculteurs, comprendre l'histoire de l'agriculture de ton pays, comprends les contingences sur la sémence, la mécanisation, comprends comment l'argent fonctionne, comprends comment l'agronomie fonctionne. Et il faut comprendre ici que lorsqu'ils vont donc produire les céréales, ce n'est pas pour la consommation humaine. Donc quand on est là à vous dire que d'ici, c'est-à-dire que 2050, si on ne produit pas, on va mourir de faim. J'ai dit faux, faux et faux. C'est de la propagande. Nous, en Afrique, on ne meurt pas de faim. C'est de la propagande pour vendre un modèle d'agriculture, pour vendre une spéculation. Et quand on va te demander, mais qu'est-ce qu'on va manger? On va te dire, on va manger le blé, on va manger le soja, on va manger le maïs. Pourquoi? Parce que tu as dit que c'est produit, tu as dit que c'est d'autres multinationales qui produisent. Parce qu'il faut que ça fasse tourner le business. Que ça fasse tourner le business que j'ai cité. Mais si nous voulons donc aller dans le sens qu'on sort 1,5 milliard, et que si on ne veut pas mourir de faim, qu'est-ce qu'on doit produire? De vous à moi. L'intelligence veut quoi? J'ai dit, les céréales, ici en Occident, c'est 8 tonnes. Quand ils ont beaucoup fait, c'est 10 tonnes. Avec énormément de chimie. Nous, en Afrique, nous avons dit que les racines, comme le manioc, c'est 35 à 55 tonnes l'hectare. Le macabo, tu as dit que c'est énorme en hectare, en rendement. L'igname, c'est des tonnages et des tonnages en hectare. Les pommes de terre, ça peut avoisiner les 60 tonnes l'hectare. La banane plantain, le macabo, le taro. Donc si on est un peu stratège, c'est vers ça que qu'on se doit d'aller. Et comprendre qu'on ne va pas uniquement faire l'agriculture par rapport à la productivité. L'agriculture aussi doit respecter ce que j'ai dit là-haut. L'environnement, le sol, la qualité des eaux, la qualité de l'air, la santé des consommateurs, la santé du producteur. Ça doit respecter la biodiversité. Donc si on doit tenir compte de cela, pourquoi est-ce qu'il y a un courant de pensée qui veut seulement nous amener à consommer uniquement le maïs, à consommer uniquement le manioc? Et vous pensez que si l'objectif c'est de venir lutter contre la faim, entre le manioc qui a 55 tonnes, la pomme de terre qui a plus de 60 tonnes, comparativement au maïs ou au blé, où c'est 8 tonnes, quelle est la culture qu'on doit choisir? Ou quelles sont les cultures qu'on doit choisir? Est-ce que la stratégie voudrait qu'on produise uniquement la monoculture? Donc moi, je vais me faire comprendre ici que non. Ce n'est pas parce qu'on est sur la monoculture qu'on produit plus. Donc la production ici, ou le rendement ici, tient compte du choix de la culture, du rendement de la culture à l'hectare et de la rentabilité de la culture à l'hectare. C'est pour ça que le modèle que je vais partager ici avec toi répond à tout cela. Sur une petite surface,
tu produis énormément de culture et tu gagnes aussi suffisamment d'argent. Donc ça, c'est joindre l'utile à l'agréable. Parce que ce côté que les gens ne vous disent pas, c'est qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Depuis la nuit des temps, on a toujours cultivé comme ça. Depuis l'époque des Aztèques, des Mayas, on a toujours cultivé sur une même surface le maïs, le haricot, les pommes de terre, le manioc, et on récoltait tout ça sur la même superficie. C'est comme ça qu'on calcule le rendement. Le rendement doit se calculer au mètre carré. Le rendement se calcule au mètre carré. Tu vois qu'au mètre carré, je récolte beaucoup de cultures. Les Occidentaux sont venus détruire ce système. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire fonctionner leur économie. L'économie de la mécanisation, l'économie de la chimie du pétrole, l'économie des semences, parce qu'ils ont breveté déjà leurs semences. Ils ont breveté les semences de maïs, de soja, de blé, de tournesol, de colza. Donc le manioc, ils n'ont pas breveté le manioc, ils n'ont pas breveté le macabo, ils n'ont pas breveté le taro, ils n'ont pas breveté l'igname. Pourquoi voulez-vous qu'ils fassent la propagande sur le macabo et l'igname? Mais c'est nous qui marchons sur la tête. C'est à nous de réfléchir. C'est à nos agronomes de réfléchir. C'est à nos politiques de réfléchir. Et moi, je viens vous faire comprendre ici, que le modèle agricole, industriel, intensif, mécanisé, on ne peut pas le faire. Pour les raisons que j'ai expliquées, que c'est en amont, c'est les dirigeants politiques qui ont décidé de faire le plan Marshall. C'est l'Europe, c'est l'Amérique qui a décidé de faire le plan Marshall afin de pouvoir soutenir son agriculture. Vous voyez les acteurs qui sont tout autour. Vous comprenez qu'ici, c'est subventionné. Chez nous, ce n'est pas subventionné. Nous n'avons pas des infrastructures, nous n'avons pas des routes. Nous n'avons pas des accompagnements. Nous n'avons pas, autonome sur le plan énergétique. On n'a pas, l'autonomie sur le pétrole, le gaz. Nous n'avons pas, que les industries, des industries agroalimentaires de transformation. Nous n'avons pas des industries, même, les industries mécaniques de mécanisation. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan de l'électricité. Comment voulez-vous qu'on aille épouser un modèle? Comment toi tu penses que toi tu peux te lever seul? Dis que tu vas aller faire, qui va te donner 1 million pour commencer? Voilà mon raisonnement. Avec ce que je partage ici avec toi sur 5 hectares, 5 hectares, tu peux avoir 5 hectares. 5 hectares. Parce que si on te demande aujourd'hui d'aller prendre 100 hectares, 200 hectares, où est-ce que tu vas les prendre? Comprends qu'il y a aussi un problème de démographie. On est en train de nous dire que bientôt, ça 1,5 milliard. Où est-ce que ces 1,5 milliard vont loger? Si chacun va prendre 5 000 hectares, est-ce que vous connaissez les tensions qui sont sur le foncier? C'est comme ça que moi j'ai pensé sur mon modèle. En disant que si chacun n'a ne serait-ce que 5 hectares, on peut nourrir la population et être riche. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment tu vas travailler sur tes 5 hectares? Ça, c'est... Mets le pouce. Ça, c'est des informations que je devais vendre. Est-ce que nous sommes assez matures pour comprendre ça? Mais on est là, on avale la propagande des autres. Sur 5 hectares, je t'ai dit, tu m'as fait un modèle de permaculture. La permaculture, ici, c'est quoi? C'est un modèle d'agriculture où sur une petite surface, on produit abondamment. Où là-dedans, la politique, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc sur 5 hectares, comment tu vas répartir ça? Donc tu vois que c'est un modèle aussi, il va te demander ici la connaissance. Parce que tout ce que je te donne, ce n'est pas sorti du chapeau. Je ne suis pas né avec, j'ai appris. Donc ça va te demander une connaissance dans le secteur agricole. Ça va te demander que tu te projettes, que c'est un projet que tu peux commencer sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre en fait. Ça va te dire que oui, c'est possible. Yes, I can. Oui, je peux. Te projeter sur le long terme. Dis que tu viens produire les aliments de qualité. Tu viens ici te mettre un modèle sur lequel tu vas gagner de l'argent de génération en génération. Un modèle où tu viens respecter l'environnement. Donc là-dedans, voilà comment tu vas faire. Il dit, sur tes 5 hectares, tu vas associer les cultures.
Tu auras les arbres, les grands arbres. Ce modèle, tu le calques selon ton environnement. Si tu es en zone forestière, tu prends les arbres qui sont dans ta zone. Si tu es en zone de savane, tu prends les arbres qui s'adaptent dans ta zone. Si tu es en zone du Sahel, tu prends les arbres qui s'adaptent dans ta zone de Sahel. Au Sahel, même, c'est un modèle comme ça qu'il faut faire. Parce que le Sahel, tu vois, les terres sont mortes au Sahel. En faisant ce modèle, tu régénères les terres. Tu me plantes les arbres qui s'adaptent dans ton sol. Je pourrais te dire ici de mettre les grands arbres comme le manguier, le prunier, le safoutier, le ndiangsan, le bitakola. Tu as 5 hectares. Tu m'associes ces arbres-là. Tu peux déjà les mettre comme ça pour que ça ceinture tes 5 hectares. Afin de pouvoir déjà sécuriser tes terres. Parce que les arbres, la meilleure façon de faire des barrières, la meilleure façon de viabiliser tes terres, c'est de planter les arbres. Jusqu'à preuve du contraire, nos États valident ou viabilisent les terres avec les arbres. Quand les arbres sont plantés, on sait que la terre t'appartient. Tu plantes ces grands arbres. Je vais te demander de réserver 1 hectare pour les poivriers, 1 hectare pour le poivre. Parce que le poivre ici, c'est l'épice la plus convoitée. 1 hectare déjà, tu vois la somme que ça va te générer. Si je dis 2 hectares, tu vas exploser même déjà le montant de 300 000 euros. Uniquement avec 1 hectare, tu as déjà fait la moitié de 300 000 euros. Donc, tu as 1 hectare pour le poivre, il te reste 4 hectares. Tu plantes tes arbres, les grands arbres. Tu vas me planter au milieu les petits arbres, les arbustes, donc qui sont les agrumes. Tu vas planter les agrumes, tous les agrumes. Tout ce qui te passe à l'esprit n'est pas ici à choisir pour toi. Pamplemoussier, oranger, mandarinier, citronnier, les fruits de la passion. Tu mets ça, tu m'alignes ça. En bas, tu as dit que tu fais le maraîchage. Le maraîchage, ici, toutes les variétés de culture. Donc, tu vois que ça demande ici une connaissance pointue. Hein. Donc, ça va demander que tu te formes sur comment produire la tomate, comment produire l'oignon, comment produire les persils, comment produire le poireau, comment produire les carottes, comment produire les choux, comment faire de la laitue. Tu vois que sur 5 hectares, tu peux comme ça avoir même 2 à 3 000 variétés de culture. Sur 5 hectares, tu peux avoir facilement même 2000 variétés de culture. Tu vois que je parle ici de biodiversité. Contrairement à celui qui est sur la monoculture de céréales, contrairement à quelqu'un qui fait uniquement le maïs, uniquement le soja, tu vois que toi, tu as près de 2000 variétés de culture sur 5 hectares. 2000. Viens m'expliquer comment tu peux échouer avec un modèle comme ça. Ce n'est pas fini. Hein. Ça, c'est l'écriture. Dans un coin, tu me fais quoi? Tu me fais un certain élevage. Là-dedans, tu me lèves poule du village, poule locale. Tu peux faire, quand je dis poule locale ici, que ça peut être poulet brahma, la poule locale. Tu peux me faire la pintade. Tu peux me faire des lapins là-dedans. Tu peux faire du porc. Tu peux me faire du mouton ou de la chèvre. Dépendamment, c'est-à-dire que même la vache, tu peux faire des vaches. Si tu es dans le Sahel, tu fais les vaches. Par rapport à la protéine animale qui se consomme bien dans ta région. Parce que ces protéines-là, tu auras besoin de protéines, mais tu auras surtout besoin de digestion de tes animaux. Avec les digestions de tes animaux, tu vas amender ton sol. C'est-à-dire que tu vas enrichir ton sol. Parce que le sol a besoin de quoi? Le sol a besoin de la matière organique et de la matière végétale. C'est ça qui va créer l'humus en fait. Tu vois que tu ne vas pas utiliser les produits chimiques. En n'utilisant pas les produits chimiques, tu vois que c'est un coût en moins sur tes dépenses, sur le fonctionnement de ton exploitation. Est-ce que tu connais le coût d'un sac d'engrais? Et c'est des intrants comme ça qui fluctuent parce qu'on ne les fabrique pas. L'engrais, c'est-à-dire que ça va des fois à 18 000. Ça se retrouve des fois à 30 000, un sac. Si on te dit que tu fais les céréales, qu'un hectare de céréales a besoin, c'est-à-dire que de 6 sacs d'engrais, fais 6 fois 30 000. Et qu'il faut comme ça 2 passages. Pour que tu ailles produire ces menthes, c'est-à-dire que chez nous en Afrique, là, 3 tonnes. C'est une aberration. Donc tu vois que tu n'auras pas besoin d'acheter les engrais, tu n'auras même pas besoin de verser les produits fongiques, chimiques, parce qu'en associant les cultures, en créant la biodiversité,
Les cultures, c'est-à-dire que savent se protéger entre elles. Parce que c'est-à-dire que dans la plantation, tu auras certaines cultures qui sont repulsifs. Comme ce n'est pas, c'est-à-dire que la monoculture, tu ne pourras pas avoir une attaque, par exemple, de fongique. Tu ne pourras pas avoir une attaque de champignons. Parce que tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de la monoculture. Il y a une diversité. Et même par rapport aux attaques, des fois, d'insectes, tu ne pourras pas avoir des attaques parce que les cultures, il y a une diversité. Donc tu vois ici que c'est la diversité qui compte en fait. Comme c'est diversifié, tu as comme ça énormément de produits que tu récoltes. Donc quand on parle ici de nourrir la population, on doit nourrir la population par la diversité des cultures. Pas par la monoculture. Si on se retrouve tous à manger uniquement que le maïs, ou à manger uniquement le blé, mais en termes de variété, vous ne voyez même pas que c'est une aberration. La nature nous a donné comme ça, à foison, une multitude de cultures. Je te dis, sur 5 hectares, tu peux mettre facilement 1000 à 2000 variétés de cultures. Mais tu imagines en termes de choix d'alimentation, mais tu imagines, on te demande de manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a de la variété. Tu peux manger le manioc, tu peux manger le bacabo, tu peux manger les pommes de terre, tu peux manger les lignames, tu peux manger la patate douce, tu peux manger le sorgho, tu peux manger le mil, tu peux manger le maïs. Il y a une variété en fait. Et récolter sur une même surface, sur une petite surface. C'est comme ça qu'on pourra faire pour nourrir la population. Sans polluer l'environnement, ça détruit l'environnement. On va permettre à la biodiversité, toute cette biodiversité. Et je n'ai pas fini le débriefing. À côté aussi, tu crées un étang. Tu crées des étangs où tu pourras élever ton poisson. Ça peut être ici le poisson-chat, ça peut être ici du tilapia, dépendamment de ce que le marché demande. À côté aussi, tu as de l'apiculture. Tu me fais de l'apiculture. Tu as des formations que ça demande de la connaissance. C'est pour ça que je dis c'est un projet que tu peux mettre sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6. Sur 7. Ça demande de la vision, le long terme, même sur 10 ans. C'est au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, tu fais grandir ta ferme. Mais voilà le chemin que tu dois avoir. Au fur et à mesure, tu apprends, donc ça va te demander beaucoup de lecture, beaucoup de connaissances. Ce n'est pas un projet ici pour les dormeurs, pour les personnes qui veulent la gratification instantanée, pour les gens qui veulent qu'on fasse pour eux. Donc ça demande beaucoup de connaissances en fait. Beaucoup de connaissances. Là, tu construis ta maison. Une belle maison. C'est un plan qui se pense, où tu dois même résider là-dedans. Parce que tu vas faire un projet touristique, où les gens pourront venir visiter ta ferme. Et là-dedans, comme je t'ai dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ce que tu vas récolter, il va falloir que tu transformes ça. Tu pourras penser vendre ça frais, mais il va falloir surtout que tu transformes. Que c'est toi qui mets dans le panier la ménagère. L'élevage que tu vas faire, il va falloir que tu récoltes. Si c'est dépendamment de ce que tu as élevé, c'est toi qui dois mettre dans le panier la ménagère. L'apiculture, tes abeilles que tu vas élever, si tu mets comme ça 50 ruches, tu imagines le nombre de miel que tu vas sortir et les abeilles vont faire un travail gratuit pour toi. Les abeilles vont pouvoir polliniser tes plantes, te donner une production abondante. Dans tes arbres, les arbres, multitude d'arbres que tu auras plantés, tu peux aussi faire l'élevage de champignons, de la myciculture. Parce que les arbres ont ceci que quand les feuilles vont tomber, ça va créer un couvert végétal, ça va bénéficier au développement des champignons. Comme tu n'es pas en train d'utiliser des produits chimiques, les champignons vont se développer. Les champignons vont travailler en symbiose avec les arbres. Les champignons iront chercher la sève pour nourrir tes arbres, aller chercher l'eau pour nourrir tes arbres. Non, les champignons iront chercher de l'eau, du zinc, du fer pour nourrir tes arbres, et les arbres vont lui fournir de la sève. Et tu vas fonctionner dans un circuit fermé où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est comme ça que tu pourras dégager un chiffre de 300 000 € en produisant abondamment. Je te dis que les déchets de tes récoltes, tu restitues ça au sol. Certains déchets, comme feuilles ou machin, tu peux donner à tes animaux de manger. Tes animaux vont manger, vont déféquer, et les dégestions des animaux, tu vas amender ton sol. Rien ne se perd. L'eau des étangs, lorsque tu vas vouloir venir pêcher tes poissons, cette eau-là,
va te servir à arroser tes plantes, tes cultures vivrières ou les cultures maraîchères. Ça va encore amender, tu sais que les poissons aussi défèquent. Les poissons vont créer de l'ammoniac, de l'azote. Tu vas arroser tes plantes avec, ça va enrichir. Avec les digestions de tes animaux, tu peux faire du biogaz. Ce biogaz qui va te servir, par exemple, de préparer. Parce que lorsque tu vas récolter tes fruits, tu pourras les vendre frais, tu pourras les transformer en confiture. En confiture. Donc, il va te falloir du feu. Donc, avec les digestions de tes animaux, tu pourras faire de la méthanisation et tu pourras avoir du biogaz. Ce biogaz qui va te permettre d'avoir du feu. Avec même ce même biogaz, tu peux convertir ce gaz-là en électricité. Donc, tu as un groupe électrogène qui convertit, c'est-à-dire que le gaz en électricité. C'est comme ça que tu vas éclairer ta maison. Donc, tu fonctionnes de façon naturelle, de façon écologique. Tu ne perds pas, tout se transforme. C'est une puissante stratégie. Où là, derrière, tu vois, le coût de production est moindre. Tu ne dépenses pas comparativement à quelqu'un qui est sur un modèle conventionnel. Donc, avec 5 hectares, tu vois que tu gagnes plus que celui qui est sur 200 hectares de céréales. Avec 5 hectares, tu gagnes plus que celui qui est sur 100 ou 150 hectares de céréales. Je ne sais pas si tu vois un peu le système. Donc, voilà un système qu'on se doit de penser. Mais, vous voyez que la propagande d'aujourd'hui, c'est de venir nous dire que si on ne fait rien, l'Afrique va mourir de faim. Moi, je voudrais que vous marquez dans les commentaires dans quel pays on meurt de faim. Lorsqu'on parle généralement de famine, c'est dans des pays où il y a l'instabilité. Instabilité des fois telle que due aux guerres. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, comment vous voulez que ce pays-là puisse se nourrir? Parce que généralement les guerres se font telles que dans l'arrière-pays, dans les forêts. Lorsqu'il y a instabilité, les gens ne peuvent plus aller au champ. Il y a des guerres, les gens ont peur. On ne cultive plus, on ne produit plus. Et derrière, les importations se font limiter. C'est pour ça qu'il y a de la famine. Mais sinon, en temps normal, mais on parle de famine où? Les seuls moments où on a parlé de famine, c'était en Chine, où la famine a tué des millions de personnes. Mais chez nous, en Afrique, non. Excepté les guerres. Excepté des fois, c'est-à-dire quoi, des fois, les déplacements tels que sur le plan climatique, comme vous voyez là maintenant, les réchauffements climatiques, où certains fuient les villages, certaines régions vers le Sahel. Mais où est-ce que vous entendez parler de famine, les amis? Parlons peu, mais parlons bien. Évitez de gober la propagande qu'on vous vend. On nous vend la peur pour nous vendre un système. Parce que quand on va nous dire que si on ne fait pas ça, on va mourir de faim, qu'est-ce qu'on vient donc proposer? Vous verrez généralement que c'est les sacs de maïs qu'on vient jeter, c'est les sacs de soja qu'on vient nous balancer. Et ces ONG-là sont là pour pouvoir vendre la propagande des multinationales. Et quand ils sont sur le terrain, quels sont ceux qui viennent financer nos recherches? Vous verrez que c'est certains ONG qui viennent financer la recherche. Et qu'est-ce qu'ils viennent demander à nos dirigeants? Ils demandent qu'on produise des céréales, le maïs, le soja. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Pourquoi ils ne demandent pas qu'on produise le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le brevet là-dessus. Donc ils veulent venir comme ça modifier notre façon de produire, modifier notre façon de consommer, afin de nous maintenir en prison. Lorsqu'on va être dépendant de blé, dépendant des céréales, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que vous vivez déjà, non? Rapport de force. Si vous ne faites pas comme on veut, on ne vous donne pas le céréal. C'est comme ça que la Chine a fait pour mourir, c'est-à-dire avoir des millions de personnes qui sont mortes de faim. Parce que les États-Unis ont bloqué, c'est-à-dire quoi, l'exportation de céréales. Ils ont refusé de donner le soja et le blé. C'est comme ça que les Chinois, c'est-à-dire que sont morts par millions. Ça les a servi de leçons. Si vous les voyez développer aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont commencé eux-mêmes à développer leurs semences, à développer leur technologie, à développer leur façon de produire pour ne plus être autonomes et dépendants. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Ce combat de coq que vous voyez aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, c'est parce que les Chinois ont appris de leurs erreurs. Chers Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous sommes endormis. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas ici dans un monde de bisounours.
Nous sommes dans un monde de requins. Et chacun défend ses intérêts. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que certains d'entre vous, vous allez sauter sur ce modèle que je partage. C'est un modèle qui est à la portée de tout le monde. Le modèle d'agriculture intensive, mécanisée, industrielle, c'est un rêve, c'est un leurre. Personne d'entre vous ne pouvait le faire. Ceux qui proposent ou ceux qui font la propagande de ce modèle, mais demandez-leur que leur plantation de 200-300 hectares. Mais vous verrez que la plupart, quand on vient vous proposer ça, c'est parce que derrière, ils veulent vous vendre les semences. Parce que derrière, ils veulent vous vendre les produits phytosanitaires. Parce que derrière, ils veulent vous vendre la mécanisation parce qu'ils sont peut-être partenaires avec d'autres organismes, entités. À qui ça profite? Tu vas aller faire un système où ton pays ne t'accompagne pas. C'est pour ça que beaucoup ont déposé bilan. J'ai énormément de retours sur le terrain, je vois les aberrations. Les gens qui sont allés faire et ont abandonné les exploitations. Parce que criblé, c'est-à-dire que tu as pris partout comme ça de beaucoup de contingences qui n'avaient pas intégré, que je vous donne ici. On mis les mains en l'air. On a abandonné. Moi, je viens sauver plusieurs d'entre vous de ces mêmes erreurs. Parce que l'agriculture, ce modèle d'agriculture intensive industrielle, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, qui en retour, c'est-à-dire que ça ne nous profite pas, qui en retour, tu n'as aucun soutien. Quand tu vas aller donc vendre ça, une fois que tu as produit comme ça à coût de millions d'euros, tu vas aller vendre à qui? Qui va t'acheter ça? On va encore aller importer les produits manufacturés ailleurs, produits c'est-à-dire qu'à bas coût, subventionnés à outrance, pour venir encore te faire du dumping. Réfléchissons. Alors que si tu vas sur ton modèle de 5 hectares, 5 hectares, tu peux. Toi qui es de la diaspora, tu peux. Toi qui es au pays, tu peux. On a 5 hectares. Tu fais ce modèle-là. Tu m'associes l'écriture. Ce n'est que du jackpot. Tu pourras comme ça, nourrir la population. Et dans ce modèle-là, tu fais une agriculture de proximité. De proximité. Tu ne vends pas plus de 20 km. Ou tu ne vends pas plus de 30 km. Parce qu'aller vendre à plus de 30 km aussi, ça va augmenter ton coût parce que tu vois, le pétrole, ça coûte cher. Tu as vu aujourd'hui le transport, la logistique, c'est ça qui augmente encore le coût. On n'est pas autonome sur le plan énergétique. Ce n'est pas nous on n'a pas le contrôle sur le pétrole. Et le pétrole, ça fluctue. Donc tu t'organises à vendre sur un rayon de moins de 30 km pour réduire ton coût. Tu fais même des ventes comme ça, sur place. Tu demandes aux gens de venir à ta ferme acheter pour réduire au maximum ton coût de production, pour réduire ton impact carbone. Avec un modèle comme ça, dis-moi comment tu peux devenir pauvre. Avec une variété, 2000 variétés de cultures, ou même 1000 variétés de cultures. Dis-moi comment tu peux échouer. Dis-moi comment le réchauffement climatique peut t'attaquer. Même si une culture ne marche pas, l'autre va marcher. Même si l'autre ne marche pas, tu as 2000, mon frère, 2000 comparativement à une culture. Ici, quand il fait seulement chaud, quand tu as produit uniquement le maïs, game over. Quand il fait chaud et que tu as produit uniquement le soja, game over. Quand il fait chaud et que tu as produit uniquement une seule culture, game over. Mais 2000 cultures, 2000. Si tu échoues avec ça, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà le modèle que je vais partager. Tu vois, avec ça, comme je t'ai dit, je peux rester comme ça 10 000 ans à te distiller les informations. Moi, c'est le modèle, le système que j'ai mis en place. Je sais qu'aujourd'hui, dis-moi comment moi je peux t'aider que finir pauvre. Tu vois, c'est une vision, c'est d'être visionnaire. C'est pour ça que cette chaîne porte le nom de visionnaire. Je ne produis pas comme tout le monde. Je ne pense pas comme tout le monde. Je pense en dehors de la boîte. C'est pour ça que cette chaîne porte le nom de visionnaire. Chaque personne qui s'abonne sur cette page doit intégrer que tu dois avoir ce mindset de visionnaire. Tu dois penser en dehors de la boîte. Think out of the box. Tu dois penser en dehors de la boîte. Tu ne dois pas penser comme tout le monde. Nous, en tant que visionnaires, nous ne pensons pas comme tout le reste. Penser comme tout le monde, c'est aller faire comme tout le monde. C'est avoir les piètres résultats. C'est avoir les résultats médiocres. Tu vois comment les Occidentaux pleurent ici. Les éleveurs, les agriculteurs occidentaux, ceux qui sont sur les céréales, ceux qui pratiquent la monoculture, bien qu'ils soient que sur 500 hectares, pleurent, lisent-leur. Nous, en tant que visionnaires, on a dit on ne va pas faire comme eux. On ne va pas faire comme eux. On fait autrement. Et on fait autrement. Et avec nos produits du terroir,
Parce que nous avons l'autonomie dessus. On a l'expertise, on a le savoir-faire. On a le savoir-faire faire. On a le contrôle sur la semence. On ne dépend pas des contingences internes ou externes. Et on ne peut pas nous faire le chantage dessus. Il faut être wise. Il faut vraiment être wise. Donc, c'est-à-dire que je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao. J'attends ton avis dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Donne-moi ton avis. Tu penses que c'est un allant produit avec les céréales? Et l'excuse que j'entends, c'est oui, parce que telle culture, tu te donnes en 3 mois, l'autre donne en 6 mois. Non. Quand tu produis une multitude de cultures, tu as vu, il y a macabo, taro, il y a pomme de terre. Pomme de terre, c'est 3 mois. Tu peux faire le maïs, mais pas de façon intensive. C'est diversifié. Donc tu vois que là-dedans, on a le choix, quoi. On a le choix. C'est aberrant de dire que non, on va aller faire le manioc parce qu'on ne doit pas faire le manioc parce que c'est 12 mois. Quoi? What? Le manioc, c'est 55 tonnes. Et quand tu associes comme ça, tu vois que tu as la diversité. Tu ne manges pas, c'est vrai, c'est culture qui peut te donner sur le plan de la santé des maladies. Mais alors que tu diversifies, tu as des légumes, tu as des fruits, tu as des machines, tu as tout. On diversifie, mon gars. C'est pensé, c'est pensé. On a pensé à tout ça. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.